Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ce désir d'avancer de faire mieux. Il faut aussi avoir confiance en soi, d'avoir envie de se projeter vers ses rêves. Et nous parlerons un peu de tout ça tout à l'heure. Mesdames et messieurs, donc nous allons commencer. Merci à tous de votre présence aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir. Je remercie particulièrement le DOS là-dessus qui nous a filé un sacré coup de main pour l'organisation. Donc ils sont là-bas, je les vois. Merci beaucoup les amis. On a des relations assez fusionnelles avec le DOS, je dirais. Merci beaucoup pour votre aide là-dessus. Merci à tous pour votre présence. On a de beaux thèmes aujourd'hui. On est sur les journées d'égalité des chances. Et je salue aussi, j'en profite, madame la déléguée du préfet qui est là. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Le préfet délégué à l'égalité des chances devrait, je parle sous votre contrôle, nous rejoindre durant la séquence. Il a un agenda extrêmement chargé qui fait que nous l'attendons et qu'il arrivera quand il pourra. Voilà. Alors, dans le cadre de... Mais n'hésitez pas à vous installer, il reste quelques places encore ci et là que je vois. Vous êtes les bienvenus. Alors, l'égalité des chances, aujourd'hui, on va vous en parler. On a choisi de discuter de ce sujet autour de deux thèmes. On va parler de champions et on va parler d'éducation. Alors là, vous devez vous dire, mais quel est le lien entre ces deux thèmes? C'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. La première chose, les champions, ce sont des judokas. Ils vont se présenter tout à l'heure, c'est pour ça que je fais bref. Le champion, c'est quelqu'un, je dirais, je parle vraiment sous votre contrôle, qui a cette envie, qui a ce désir de faire toujours plus et qui veut gagner. Et du coup là, comme ce sont des champions qui font du judo, j'appelle à la barre là-dessus la haute ceux qui nous expliquaient que même les chemins de milieu commencent toujours par un pas. Donc, il y a ce désir de faire mieux et il faut avoir cette volonté d'avancer pour aller un peu plus loin. Je cite et j'appelle à la barre un deuxième philosophe qui est Jean-Claude Van Damme, qui nous expliquait, Jean-Claude Van Damme, quand on a confiance en la confiance, on devient confiant. Alors c'est un peu sibyllin parce qu'il a été mal traduit, mais globalement ce qu'il faut comprendre c'est quand on a ce désir d'avancer, de faire mieux, il faut aussi avoir confiance en soi et avoir envie de se projeter vers ses rêves. Et nous parlerons un peu de tout ça tout à l'heure. La deuxième chose maintenant, c'est de se dire que cette performance, même si elle peut sembler individuelle, en vérité elle est collective. Il y a toujours un ensemble d'acteurs derrière qui va aider le champion à réaliser un peu ses rêves, ses objectifs, ses enjeux. Et c'est là où l'éducation peut avoir un rôle particulier, parce que nous avons les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Et l'enjeu, il y a bien sûr d'avoir le maximum de médailles, mais derrière, après ces Jeux Olympiques, si on peut faire en sorte que nos petits, à nous, nos enfants, soient davantage sportifs. Pourquoi sportifs? Parce que à travers l'activité physique, le sport, on va éprouver tout un ensemble de choses qui vont nous amener à prendre confiance en nous. Et donc, on va créer des petits champions en herbe. Alors pas forcément des champions sportifs, mais des gens qui prennent confiance en eux, des gens qui ont envie de se réaliser. Et ça peut être finalement le grand projet du sport dans notre pays à l'horizon 2024. La table qui est ici réunie vous présentera ce que chacun fait et ça nous permettra de voir que si performance il y a, la grande performance que nous produirons en 2024, elle sera collective, elle dépendra de nous tous. Je ne garde pas le micro plus longtemps, je vais le céder à nos champions qui vont se présenter. Est-ce que vous avez un micro par contre en amont? Est-ce qu'on va devoir? Fabuleux. Eh bien alors, on commence donc. Lucas Meredze, j'ai bien dit. Oui, et très bien. Céline Lebrun. Nos deux champions sont des Olympiens. Olympiens, c'est des gens qui ont été médaillés olympiques. Donc voilà, je vous laisse la parole, peut-être racontez-nous votre parcours, comment ça s'est passé, vos ambitions, comment se réveiller et tout ce que vous avez envie de nous dire. Donc bonjour à tous et à toutes, je suis judoka, membre de l'équipe de France de judo. J'ai intégré à l'équipe de France en 2017 et puis aux derniers Jeux Olympiques, j'ai fini 3e. Je suis vice-champion d'Europe également. Et puis sinon, je suis d'origine géorgienne. Je suis né en Géorgie, j'ai grandi là-bas. Et puis avec mes parents, nous sommes arrivés en France en 2010. Et puis comme tout le monde, j'ai été scolarisé. Je me suis licencié dans un club.
Et puis ensuite j'ai été en sport-études et puis pour finir j'ai intégré l'INSEP en 2017. Voilà rapidement mon parcours. Alors, Madame Lebrun, le vôtre. Le mien, il va être un peu plus long, mais je vais faire aussi court. Donc, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Comme Lucas, j'ai commencé le judo grâce à l'école. Ensuite, j'ai pu faire aussi un sport-études du côté d'Orléans. Après, j'ai intégré l'INSEP et grâce à ce double projet, parcours scolaire et sportif, j'ai pu progresser en tant que membre de l'équipe de France pendant 15 ans. Et actuellement, je change encore par tour parce que j'ai été bien soutenue par la douane pendant plusieurs années, où j'ai été douanière encore il y a quelques années. Et depuis septembre, je viens d'intégrer le SDJS du 94 parce que je viens d'avoir le professorat de sport. Alors, on a aussi un autre champion dans la salle. Il n'est pas là. Je me tourne vers Julien Pillet, qui a été également médaillé champion olympique. Donc voilà, que vous sachiez, on ne peut pas faire parler tout le monde, mais lui aussi. Du coup, je reviens vers nos champions qui sont là. Moi, la première question que je me pose, et puis ensuite, bien sûr, je me tourne prioritairement vers les enfants. Si vous avez des questions, aidez-moi, soufflez-moi à l'oreille, ou même je vous tends le micro, n'hésitez pas. Pourquoi le judo? Moi, le judo, j'ai découvert à travers la télé. C'était en 2004. C'était les Jeux Olympiques à Athènes. Et puis j'étais un petit enfant, j'étais devant la télé, et il y a un judoka qui est devenu champion olympique. C'était un Géorgien, c'était la première fois dans l'histoire des Géorgies. Et puis ça a pris ampleur, tout le pays était fier de lui. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire du judo. Céline? Moi, j'ai pu faire du judo parce que comme ça, je pouvais me battre avec mon frère sans me faire gronder par mes parents, comme on est une grande fratrie, et c'est pour ça que je me suis mise au judo. Et moi, en 2004, je faisais les Jeux Olympiques. Moi, j'étais devant la télé. Alors, j'ai une petite question de Romain qui aimerait vous interpeller. Romain me dit qu'il est un peu timide. J'aimerais que vous puissiez l'applaudir pour l'encourager, s'il vous plaît. C'est quoi pour vous la plus belle chose de votre carrière? La plus belle chose, c'est déjà ma médaille olympique parce que c'est ce que j'ai rêvé depuis tout petit. Mais c'est aussi toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce au judo. Parce que si je suis arrivé à ce niveau-là, c'est pas tout seul. Parce qu'il y a tout un entourage, toutes les personnes qui ont cru en moi, qui m'ont accompagné. Et puis ça je retiens vraiment. Pareillement, à travers ma discipline, j'ai vécu des grands moments ils sont toujours intenses en fait. Pour moi, la plus belle victoire, ça a été ma première victoire au tournoi de Paris, le Grand Slam. C'est une des plus grandes compétitions au monde. Donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose de fort. Et après, à travers le judo, à travers l'école, enfin toutes ces deux choses cumulées, j'ai fait de belles rencontres. Et comme disait Lucas, on a besoin d'être entouré et on vient tous, pas forcément de grands endroits, donc de venir du fin fond de notre petite Picardie et d'en arriver là aujourd'hui, c'est vraiment très enrichissant. Merci. Alors, j'ai Adrien qui a également une question. On l'encourage s'il vous plaît. Adrien? Combien d'heures d'entraînement faites-vous par semaine? Je fais vraiment beaucoup d'heures. Parce que ce qu'il faut savoir, moi, mes journées, c'est que du sport pour l'instant. Et puis après, de temps en temps, quand j'ai un peu de temps, j'essaie d'intervenir pour ces genres d'événements. Mais sinon, j'ai un entraînement le matin de 2h, 2h30 et l'après-midi pareil. Et ça du lundi au vendredi. Et parfois, on a même entraînement samedi matin. Et dimanche, j'essaie de faire un petit footing pour rester actif. Madame Lebrun, et vous? Et moi, maintenant, j'essaie de m'entretenir plus que de m'entraîner, comme vous en doutez. Non, mais effectivement, oui, l'entraînement prend pas mal de temps sur une journée d'un sportif. Généralement, on a entraînement le matin et l'après-midi. Les week-ends, c'est pour les compétitions. Et là, je vais tirer les oreilles de Lucas.
Voilà, on a cette chance d'avoir un double projet, donc essayer de faire un peu toujours rester dans le milieu scolaire, universitaire ou de la formation pour l'après, pour la suite après compétition, donc je vais en discuter un peu. Oui. Merci. Juste une petite chose, excusez-moi. On parlait, j'ai oublié de préciser, j'ai fait une formation, donc je fais mes études en plus de mes entraînements. Alors j'ai une autre petite question de Elliot. Sous vos encouragements, mesdames et messieurs. À quel âge À quel âge pensez-vous arrêter votre carrière de sportif de haut niveau? Donc c'est dur à quelle heure je vais arrêter ma carrière. J'ai pas de réponse. Je continuerai jusqu'à ce que j'ai envie. Et puis quand j'aurai plus envie, à ce moment-là, j'arrêterai. Mais après, il y a aussi, ça dépend de mon état de forme. Si je vois que j'ai trop de blessures, peut-être que je serai obligé d'arrêter. Mais si au niveau de la santé, j'ai toujours envie, je vais continuer jusqu'à 2028. Donc ça, on verra plus tard. Déjà, je me concentre pour 2024. Et puis après, s'il y a de l'envie et si au niveau de la santé, je vais bien, pourquoi pas 2028 aussi. Chélie. Moi, j'ai déjà arrêté. Hein. Ça fait 10 ans, donc comme j'en ai 35, j'arrête à 25 ans. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai arrêté à plus de 30 ans. Et comme il disait, on ne se donne pas de date butoir. C'est un ressenti parce que il y a l'après, comme on disait toujours. Et voilà, le corps dit à un moment stop. Et après, on sait qu'on va devoir se lancer dans la vie active. Et c'est à travers ça que l'arrêt doit se faire tout seul. D'accord, je vois. Alors nous avons Ariel qui va également poser une question à nos champions. Est-ce que vous avez déjà reçu de graves blessures pendant des combats? Oui, donc quand les sportifs de haut niveau, les blessures font partie de notre quotidien. Donc il y a pas mal de blessures et puis des fois on est blessé mais on est obligé d'aller à la compète parce que il y a de la concurrence au sport de haut niveau et puis des fois on serre les dents mais on y va quand même. Et actuellement je suis blessé, en fait je sors d'une grosse opération, j'ai eu les croisés antérieurs sur mon genou et puis je suis à 8 mois de rééducation, ça fait 8 mois que j'ai pas fait de judo, donc c'est dans des périodes comme ça, il y a pas mal de doutes, on se pose pas mal de questions, mais c'est dans des moments comme ça où il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à avancer, à travailler. Et puis les moments de doute qu'on peut avoir dans la tête, il faut les enlever, il faut les supprimer, il faut les bailler. Et puis voilà, pour moi, c'est bientôt la reprise. J'ai eu le feu vert de médecin hier, donc petit à petit, je vais pouvoir monter sur le tapis de judo. Et puis d'ici 2023, fin janvier, je ferai peut-être ma reprise sur les compétitions internationales. Moi aussi, j'ai eu droit aux grosses blessures et aux petites blessures. Donc, lors de grosses compétitions, comme Lucas, j'ai eu un genou, je me suis blessée au genou sur le terrain interne avec grosse opération. Et 5 mois avant les Jeux d'Athènes, je me suis cassé l'épaule, grosse rééducation, mais comme j'avais cet objectif de pouvoir faire les Jeux, donc en 3 mois, je me suis battue et tout ça pour me relancer dans la course et pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. On a une question de Liana. J'aimerais savoir combien vous pensez avoir de médailles cette année pour les Jeux 2024. Tu veux dire quelle médaille je vise aux Jeux de Paris? La médaille d'or, bien sûr. Oui. Vous avez eu combien en tout depuis le début de votre carrière? Depuis le début de carrière, depuis que je suis tout petit ou depuis que je suis chez les grands. J'ai jamais compté mes médailles, mais je dois avoir, je sais pas, une centaine peut-être. Merci. Donc j'en ai vraiment beaucoup, mais je sais pas, j'ai jamais compté.
pareil, j'ai pas trop compté, mais il y en a beaucoup chez mes parents, parce que comme c'est un peu des nids à poussière quand même, et même les coupes. Voilà, une médaille olympique, plusieurs médailles mondiales, européennes, de France, voilà. Ces élèves sont du collège Molière. Leur directeur est là, leur professeur de PS aussi. Ils vous parleront des projets qu'ils font lors de la table ronde. On y reviendra. Sur ce que vous dites, alors à la fois, on voit bien, vous avez capté les rêves de pas mal de monde, parce que le champion fait un peu rêver, mais si on garde la problématique qu'on s'est dit tout à l'heure, je sais, il me semble que le fait de gagner est une aventure un peu collective, et je sais par exemple que le conseil départemental, Lucas, peut vous aider dans cette dynamique-là. Est-ce que vous nous diriez un peu l'articulation, comment elle se fait? N'hésitez pas à intervenir du coup également si vous voulez compléter ce que pourra dire Lucas et l'aide que vous apportez au quotidien aux sportifs de haut niveau. Donc moi depuis 2018, si je ne me trompe pas, je suis en contrat avec Val-de-Marne qui m'accompagne de mon projet sportif. J'ai un CIP, c'est un contrat à insertion professionnelle. Et puis je suis détaché de mes fonctions, ce qui me laisse le temps de m'entraîner à 100% et à partir en stage. Et puis de temps en temps, j'interviens pour les événements comme là on fait aujourd'hui. Mais sinon, c'est un soulagement pour un sportif de pouvoir se concentrer à fond pour son sport. Parce qu'aujourd'hui, le niveau à haut niveau à l'international est tellement serré. Pour vraiment être performant, on est obligé d'être à 100% dans son sport pour pouvoir performer. Donc c'est un gros soulagement. Et puis je remercie le département depuis 2018 qui m'accompagne, parce que si aujourd'hui je suis à ce niveau-là, c'est parce que j'ai pu me concentrer et j'ai pu être à fond pour mes entraînements, pour mes compétitions. C'est parfait. Si vous avez des questions, des fois dans la salle, allez-y, pour que ce soit interactif, vous me dites, je vais m'approcher un peu de vous en même temps. Moi j'en ai plein, mais donc voilà, vous m'interpellez, vous m'arrêtez, et vous me dites, j'aimerais demander quelque chose, n'hésitez pas. Donc je me rapproche de vous en même temps que je parle. La question que moi je me pose, c'est le rôle de vos proches, comment ça se passe? Est-ce que c'est la famille ou les amis proches? Est-ce qu'ils jouent un rôle dans ce désir d'être champion d'une part? Et ensuite, est-ce qu'ils sont aidants au quotidien pour obtenir la performance et gagner? Moi, déjà, je suis quelqu'un de très très famille. Donc, mes proches, ma famille ont un rôle très très important. Et puis, souvent, quand j'ai des moments où j'arrive pas à performer, j'ai des moments de doute, c'est auprès d'eux que je vais me recueillir pour justement... parce qu'ils ont toujours des mots pour m'encourager, pour être toujours derrière moi. Et puis voilà, c'est des personnes, même si ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, c'est des personnes qui vont jamais me lâcher. Et puis je sais qu'ils sont très très fiers aujourd'hui de moi. Et puis j'espère que je les rendrai encore plus fiers bientôt à Paris. On m'a posé comme question, quand on est plus jeune, est-ce qu'il y a des aménagements scolaires possibles à votre époque respective tous les deux, ou alors est-ce que vous êtes organisés comme vous pouviez? Pour ma part, il n'y avait pas d'aménagement. Quand je suis arrivé en France, j'habitais pas loin d'Orly, et puis j'étais licencié dans un club à Paris, dans 18e. Et puis je faisais mes cours à côté d'Orly, et puis après j'allais prendre le RER, le bus pour aller m'entraîner dans le Paris. Donc je mettais 1h30 à l'aller, 1h30 au retour. Mais quand on aime quelque chose, et puis quand on veut réussir, on ne compte pas ses heures. Et puis sinon, non, j'ai pas eu d'aménagement, mais j'ai toujours fait en sorte pour m'entraîner et puis me consacrer à fond pour le judo. Alors imaginez, mon époque à moi, oui, il n'y avait pas trop d'aménagement, mais à l'heure actuelle, il y a vraiment une grosse évolution par rapport à ça.
Il y a de plus en plus de classes sportives qui se mettent en place, donc pour toute discipline. De plus en plus au niveau, alors c'est plus au niveau du collège, où il y a des adaptations justement, ils font des classes sport, un peu tout ça, certains pourront mieux l'expliquer que moi, où voilà, les disciplines sont mises en place, parce que vous prenez la gym par exemple, où les enfants commencent assez tôt, d'être sélectionnés et vus par les entraîneurs nationaux, donc il y a vraiment de choses qui se mettent de mieux en mieux, de plus en plus en place, et ça permet aussi de l'enfant de pouvoir assez tôt mettre ce double projet, et ça c'est important. Et de par l'UNSS, justement, qui est grandi avec, ça permet aussi de pouvoir jongler les deux. Donc tout ça, on vous l'expliquera un peu mieux tout à l'heure. Question que je me pose, n'hésitez pas, je vous le redis, si vous voulez. L'obstacle le plus grand que vous ayez pu rencontrer dans votre carrière de sportif, et puis deuxième question qui est liée à celle-ci, comment ça se surmonte? Donc l'obstacle que j'ai pu avoir de ma carrière, c'était quand j'ai intégré l'équipe de France. C'est des périodes qui sont dures parce qu'on arrive, on est jeune, on n'a pas d'expérience. Et puis on est à Paris dans un monde qui va très très vite. Moi j'arrivais de mon petit sport-études pour les sports à Rouen, où j'allais à l'école, j'allais au judo, et puis quand je suis monté à Paris, j'ai dû me débrouiller pour trouver un endroit où dormir. Donc au début je dormais chez des amis. Après j'ai été dans un foyer jeune travailleur. Et puis j'avais un contrat, je travaillais dans les écoles. Et puis c'est des périodes difficiles à passer, mais une fois on passe ces périodes, après ça va de mieux en mieux. Et j'ai vu une période creuse où j'arrivais pas à performer. Et puis c'est dans des moments comme ça où il ne faut pas baisser les bras, et il faut continuer, il faut y croire. Et puis c'est vraiment après le Covid, où j'ai pu commencer à performer, à faire des résultats. Mais pendant 2-3 ans, c'était une période un peu creuse pour moi, mais pendant ces périodes-là, j'ai rien lâché. Et puis c'est ça que je conseille aux jeunes aujourd'hui, d'y croire en vos rêves, et puis malgré les obstacles, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas croire en vous, mais justement ça doit vous donner de la motivation à vous surpasser, à aller encore plus loin, que ce soit le sport ou les études. Et Céline, du coup, quelques obstacles dans la carrière, comment ça se surmonte, comment on fait, sur qui on s'appuie, comme on disait, la famille, les amis, ceux qui nous aident tous les jours pour l'entraînement, ils sont super importants. Là, il va se rendre compte un peu aussi, Lucas, c'est de revenir après une blessure. On est vraiment en doute, on a toujours peur, est-ce que je vais me reblesser ou pas? Pendant ce temps-là, on a nos concurrents qui sont là, qui ont performé aussi. Donc forcément, on a des doutes. Mais comme on a été bien accompagné, bien soutenu et tout, ces doutes s'effacent et on va de l'avant. Et moi, pendant ma blessure, par exemple, j'en ai profité pour rencontrer justement mes différents partenaires, faire des choses comme Lucas profite aujourd'hui, aller à la rencontre des enfants, tout ça. Et c'est ce qui est très motivant. Et cet accompagnement a fait que, quand je suis repartie, que je me suis relancée, je me suis dit, je suis capable de tout. Et parce que les gens m'ont prouvé que j'en étais capable. Et ça permet de jamais baisser les bras. Et c'est pour ça que leur soutien est très très important. Et que je passe mon temps à remercier toutes ces personnes qui m'ont accompagnée. Parce que sans eux, peut-être que des fois j'aurais baissé les bras. Et ils m'ont donné cette confiance qui m'ont permis d'avancer. Peut-être une question, c'est qu'est-ce que ça fait la première fois qu'on porte le coq équipe de France sur la poitrine? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Est-ce que le kimono, le judogi, ne semble pas trop lourd parce qu'on sait les illustres prédécesseurs qui ont pu le porter? Est-ce que, on sait qu'on ne représente plus que soi-même, on représente tout un pays? Comment vous l'avez vécu vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment est-ce qu'on peut s'y préparer? Parce que c'est une émotion qui doit être très très forte. Je dirais beaucoup de fierté. La première fois que j'ai porté un kimono de l'équipe de France avec les coqs brodés sur le kimono.
Et puis moi je n'ai attendu des années avant d'avoir l'opportunité de porter ces équipements parce que quand je suis arrivé en France, j'étais régulièrement médaillé sur les championnats de France, mais je n'avais pas la nationalité pour pouvoir représenter la France sur les compétitions internationales. Donc j'ai dû attendre, j'ai dû rester patient. Donc j'ai obtenu la nationalité en 2015. Et puis à partir de là, tout a commencé pour moi. Et puis petit à petit, la première fois, ça fait pas, je vais pas dire peur, mais on est stressé parce qu'on sait que là, on représente pas juste un club ou un sport-études. Là, on représente un pays entier, on représente la France. Donc il y a beaucoup de stress, bien évidemment, mais au fur et à mesure, à force de faire des compétitions, sortir, on prend l'habitude. Et puis petit à petit, on gagne en confiance. Et c'est comme ça où on commence à performer. Céline, comment ça, tu l'as vécu toi? Pareil, c'était un grand moment de stress parce qu'on se dit, waouh, on va représenter tout le monde en fait. Et le plus dur a été un peu ce jour-là, et sur cette compétition-là, c'est que j'étais la seule Française à avoir gagné, donc avoir fait chanter la Marseillaise à tout public, à tout le monde. Donc c'était vraiment pour moi cette Marseillaise pour tout le monde. Et là, je me suis sentie... il y a vraiment un stress qui m'a envahi, parce que je me suis dit, wow, on est tous ensemble, on représente tous la France, et j'ai l'impression qu'on me la donne qu'à moi, et moi non, j'ai toujours cette notion de partage. J'ai vraiment du mal à garder les choses que pour moi. Donc quand on a fini de tous la chanter, je dis, allez à nous tous, voilà, c'est notre Marseillaise, et voilà, représenter la France, c'est vraiment quelque chose de très important. Une autre question qui me vient, c'est, alors, elle n'est pas pour Lucas celle-là, parce que c'est sur l'arrêt de carrière, il ne faut surtout pas se projeter du coup, on a compris, on veut champion olympique, donc elle est plutôt focalisée sur Céline. On a des psychologues, on a même des philosophes, voire des journalistes qui parlent de cet arrêt de carrière, et ils nomment ça parfois la petite mort. Alors pourquoi la petite mort? Parce on l'emploie aussi pour autre chose, mais là, la petite mort parce que c'est la fin d'une identité. J'ai été un champion, je ne le suis plus. Je suis autre chose, je dois me projeter vers quelque chose d'autre, et alors qu'on me fait parler souvent en tant que champion, mais c'est terminé, et donc mon identité va changer. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à vivre. On peut mettre plusieurs années à s'en remettre, on s'en remet plus ou moins bien. L'arrêt de carrière, c'est encore plus difficile de s'en remettre quand il n'est pas voulu, mais il est subi. Du coup, la question que je me pose, et j'imagine que certains d'entre vous aussi, comment ça se vit, comment ça se prépare? Est-ce qu'on peut s'y préparer, ou alors est-ce que le truc arrive et c'est violent de toute manière? Après, c'est du tout à chacun. Moi, comme je le disais, j'ai vraiment eu cette chance d'avoir été accompagnée, et je me suis toujours dit, de toute façon, ça va être une période de ma vie. Donc j'avais cette chance d'être sous contrat avec la douane. J'avais plus ou moins, après, voilà, sur la vie personnelle, je voyais déjà la suite de mon aventure. Donc j'ai pu passer le concours en interne. Ça fait que en février, j'arrête d'être athlète de niveau. Et au mois de mars, j'ai intégré l'école des douanes parce que j'avais eu mon concours de douane, d'agent de constatation. Et donc la transition s'est faite très rapidement, mais j'avais toujours un pied dans le judo. Donc j'ai pu faire et la douane et entraîneur. Donc voilà, j'avais toujours ces deux passions. Et j'ai été prête. En fait, je m'étais préparée, mon entourage était prêt. Je leur avais dit, de toute façon, je vais arrêter, je vais faire ça, tout ça et tout. Donc j'ai pas eu de difficultés. Après, je sais que pour d'autres, c'est plus difficile. Parce que ils n'ont pas forcément fait d'études en même temps à côté. C'est vrai que l'aura d'être champion est différente que quand je suis sur un quai de gare où les gens me reconnaissent, vous n'êtes pas la fille du judo, pourquoi vous m'arrêtez? Maintenant je suis douanière, enfin voilà, c'est pas mal de choses comme ça. Et voilà, donc après je passe contrôleur, et puis comme le sport ça reste ma passion principale, que c'est pas forcément facile de jongler les deux, je me suis dit, à travers le professorat de sport, je vais pouvoir motiver, aider les jeunes dans cette démarche de double projet sportif, continuer l'entraînement. Donc voilà, encore un nouveau projet au bout de bien 11 ans de douane, de passer le professorat de sport. Donc, comme quoi tout est possible. Quel est l'adversaire le plus dur que vous ayez affronté? Je dirais
un judoka qui vient de Taipei, parce que c'est un judoka qui m'a battu au jeu en demi-finale. Et puis je dirais à lui, parce que je l'avais déjà pris une fois sur les championnats du monde. Et il n'était pas encore très très connu, et je me rappelle par les médias, je m'étais fait un petit peu... ils avaient dit que j'avais perdu contre un judoka qui venait d'un tout petit pays, qui n'était pas très très fort, et juste derrière, le judoka il est monté en force, et vraiment ça me tenait à cœur de le battre au jeu. Mais malheureusement mon combat ne passe pas contre lui, mais j'ai pas vraiment de regret d'avoir perdu ce combat, parce que pour moi j'ai tout donné sur ce combat, j'ai tout essayé, j'ai eu quelques opportunités où j'aurais pu remporter ce combat. Et puis je suis sorti du combat en ayant vraiment tout donné. J'avais vraiment les bras tétanisés, donc je perds, j'aurais voulu aller en finale, mais j'ai pas de regret parce que j'ai tout donné. Et ben moi c'était, elle s'appelait Urrelis Laborde, c'est une cubaine, je crois que non, maintenant d'ailleurs elle est plus cubaine, elle est devenue américaine, et pour moi c'était ma plus grande adversaire, et c'était vraiment une bonne adversité, parce que quand on se prenait, un coup c'était elle, un coup c'était moi, et je me souviendrai de toujours, quand on parlait d'égalité des chances, quand on partait en compétition pour les athlètes de Cuba, c'était toujours compliqué, on leur prenait leur passeport, enfin toutes ces choses-là. Et l'année où je ne fais pas les Jeux, on choisit l'autre partenaire de ma catégorie, je vois que Laborde doit faire les Jeux, et en fait elle s'échappe. Elle va pas faire les Jeux à Pékin, et elle profite d'un transit pour aller prendre son passeport et partir aux États-Unis. Et là, je me suis dit, tu es en train de pleurer parce que tu fais pas les Jeux, et tu vois quelqu'un qui pourrait les faire, et il y a un sentiment de liberté et de grandir et de vivre dans la vie de tous les jours. Et là, ça m'a fait vachement relativiser. Et à l'heure actuelle, je vois qu'elle est très épanouie aux États-Unis, donc elle est policière là-bas. Et comme quoi, voilà, on a vraiment cette chance en France de pouvoir pratiquer le sport, de pouvoir aller à l'école. Et il faut se rendre compte chaque jour qu'il faut profiter des instants et voilà, d'aller à fond dans ces doubles projets. Êtes-vous fier de votre parcours ou pas? Bien évidemment, je le suis fier, parce que les Jeux, c'est la plus grande compétition qui existe dans beaucoup de sports, donc je suis très fier, et puis mes proches sont fiers aussi. Puis je sais pas quoi dire de plus, mais en tout cas c'est ce que je voulais obtenir, une médaille olympique, et puis je l'ai fait, et puis j'espère que ça va continuer, et que la prochaine fois ça sera de l'or. Pour l'instant, oui, je suis fière et très contente de ce que j'ai accompli. Après, on a toujours envie de plus. Donc voilà, là, je me suis lancé encore un nouveau défi, et j'espère pouvoir le réaliser, parce que je me lève tous les matins pour ça, donc continuons dans cette belle aventure. La prochaine question que j'aimerais bien vous poser, c'est sur le rôle du coach ou de l'entraîneur, appelons-le comme on veut pour l'instant. Comment il est, puisqu'en fait on voit dans ce que vous dites, il y a cette volonté toujours de se dépasser, de rien lâcher, je reprends vraiment Lucas. Comment intervient le coach là-dessus? Est-ce que, puisque si on colle à la thématique de l'égalité des chances, voilà, il y a la volonté de chacun, et à la fois on sait bien parfois que l'égalité des chances elle n'est pas évidente, il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont plus musclés, etc. Il y a cette volonté de se dépasser qui semble finalement annihiler cette inégalité peut-être du départ, et là l'autre, le coach, arrive. Alors je dis ça peut être le coach, mais quelque part ça peut être l'institution, donc a priori nous tous. Comment on intervient sur vous? Est-ce que l'aide vous l'attendez où? Le coach, est-ce qu'il doit être très présent? Est-ce qu'il doit vous laisser de la liberté? Comment vous voyez cette articulation? Quand on est adulte et quand on est sportif de haut niveau, moi je sais ce que j'ai besoin aujourd'hui, et puis le coach il est là pour m'aider. Par exemple, si y a des moments où je ne m'entraîne pas assez, ou
ça, mon coach il peut voir et il peut me dire voilà, Lucas, là tu fais pas assez, donc il faudrait que tu augmentes un peu d'intensité. Donc le rôle des coachs, c'est ça, mais le rôle des coachs, c'est aussi d'être là dans des moments où on n'y arrive pas, où on ne performe pas. Et puis dans des moments, dans ces moments-là, le rôle du coach est très très important. Moi, je me souviendrai toujours quand je me suis qualifié pour les Jeux de Tokyo, parce que les Jeux ont été reportés, et puis j'ai pu ramener des points. Sinon, en 2020, je ne devais pas faire les Jeux, et puis je me suis qualifié, c'était un bonheur total. Et puis mon coach, il m'a dit, et de ma tête, ce qu'il m'a dit, j'ai gardé au moins toute la compétition, toute la préparation. Il m'a dit, Lucas, aujourd'hui tu es qualifié, alors en 2020 tu ne devais pas représenter la France. Donc tu n'es pas favori sur cette compétition, tu es 23e mondial. Personne t'attend, personne n'attend que tu fasses une médaille. Et puis vas-y, franchement, tu t'es entraîné dur, tu t'es entraîné à fond, lâche-toi, donne les meilleurs de toi-même, et puis amuse-toi. Et puis ces paroles-là ont été très très importantes pour moi. Et puis toute la préparation et toute la compétition, j'ai gardé ça dans ma tête. Et puis ça m'a beaucoup aidé pour aller décrocher cette médaille. Et puis voilà, le rôle des coachs, c'est parfois nous dire ces genres de choses qui vont nous aider pour atteindre ce niveau-là. Même question. La même question. Pour moi, un coach, ça doit être quelqu'un de juste. Même des fois, si on n'a pas envie d'entendre certaines choses, parce que des fois on n'est pas bon, des fois on fait des erreurs, parce que, comme il disait, des fois il nous donne des points positifs. Oui, allez, il faut y aller tout, mais des fois on fait des bêtises, et ça fait parfois du mal à entendre, mais c'est ce qui nous permet aussi de progresser. Et c'est ce que j'ai un peu retranscrit aussi en tant qu'entraîneur-coach. C'est que je me dois toujours d'être juste. Alors même s'il y a toujours cette part de, on va dire, un peu sentimentale qui est là, parce que forcément on crée des liens entraîneur-entraîné qui sont forts, il faut dire les choses aux gens, il faut être juste. Et nous, en plus, en judo, on a cet avantage d'avoir un code moral. Et ce code moral, un premier enseignant, parce que là on parle d'enseignant, de professeur, nous a toujours dit, il va vous servir dans la vie. Et effectivement, je me sers toujours de ce code moral, cette façon d'être, sur le tatami comme dans la vie de tous les jours. Et quand j'entends dans la vie de tous les jours, c'est dans mon travail, quand j'étais à l'école, enfin quand je côtoie les gens. Voilà, je mets toujours ces valeurs en place et je pense que c'est important, et c'est toujours ce relationnel que je veux aussi donner comme on a pu me donner, et ça c'est très important pour moi. D'accord, merci beaucoup. Peut-être moi une dernière question à vous poser. Benzema nous explique, quand il a été Ballon d'Or, c'est le Ballon d'Or du peuple. Bon, voilà. Et vous, quand vous gagnez, à qui vous dédiez, alors pas forcément peuple, ça peut être à des intimes, je ne sais pas à qui, mais à qui dédiez-vous vos victoires en premier lieu? En premier lieu, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, c'est forcément les personnes qui m'entourent. Et après, parce qu'on a beau faire un sport individuel, et sans nos partenaires, on serait incapable d'avoir des médailles. Donc à chaque fois, je partage le premier moment avec la personne qui m'aura échauffé toute la journée, parce que je peux vous dire que c'est pas quelque chose de facile. Donc vraiment, le partenaire que nous avons pour nous préparer pour chaque tour de compétition, il est vraiment important. Et souvent, c'est celui avec qui on a passé beaucoup de temps aussi à l'INSEP, à l'entraînement. Donc à chaque fois, je lui partage ma médaille, je lui partage mes moments, parce que ça me touche vraiment énormément. Puis le coach est là aussi. Enfin voilà, c'est un ensemble de personnes, parce que sans les parents on peut pas. Enfin voilà, c'est un lien. Mais effectivement, mon partenaire, je lui donne tous mes cadeaux généralement. Enfin, je lui donnais tous mes cadeaux, parce que je voulais tellement le remercier d'avoir été là pour moi parce que en fait, l'entraîneur, c'est facile, il est tout de suite là, il est sur la chaise, alors que le partenaire, il est vraiment dans l'ombre, et je pense qu'on devrait pouvoir le mettre un peu plus en lumière, et c'est la seule chose que j'avais trouvée. Moi, je dirais en premier ma famille. C'est des gens qui m'ont soutenu depuis toujours, qui ont toujours cru en moi.
qui n'ont jamais cessé de croire en moi. Et malgré les difficultés, malgré les défaites, ils m'ont toujours encouragé. Et puis je n'oublie pas non plus que depuis que je suis tout petit, ils m'ont toujours emmené sur les compétitions, sur les entraînements. Et puis après, il y a aussi tout l'entourage, que ce soit les partenaires qui ont shooté peut-être des centaines de fois pour que je puisse perfectionner un mouvement judo, les entraîneurs, le staff médical, les diététiciens, vraiment tout le monde, je ne vais pas les citer tous, mais c'est vraiment tout le monde, tout un entourage qui fait que nous les sportifs, on performe. Parce que si on était juste tout seul, il n'y avait pas tout cet entourage-là autour de nous qui nous aide quotidiennement pour atteindre la plus haute marche. Tout seul, on n'y arriverait pas. Et voilà, merci beaucoup à toutes ces personnes. Merci beaucoup. Il y a quelque chose peut-être dans ce que vous dites, je ne sais pas ce que vous en pensez dans la salle, ça me fait assez penser à l'évêque Myriel dans Les Misérables de Victor Hugo. Vous savez, quand Jean Valjean, qui était un forçat, est accueilli par l'évêque Myriel, et finalement il part avec l'argenterie, rattrapé par la police, et alors qu'on le ramène chez l'évêque dit mais attendez, vous évoquez le chandelier, et ensuite il lui dit en privé, je rachète votre âme maintenant, vous appartenez à Dieu, etc., faites le bien. Et du coup, ce forçat deviendra Jean Valjean pour une raison très simple, c'est qu'à un moment, on a cru en lui, on lui a fait confiance. Et peut-être si je devais un peu résumer l'égalité des chances, en tout cas, me semble être un peu ça dans ce que vous décrivez, quelqu'un qui a cette volonté, qui est prêt à y aller, il a peut-être besoin d'une chose, et c'est ce que nous, l'institution, nous, les parents, nous, les coachs, nous, n'importe qui que nous soyons, peut-être nous pouvons amener à ces jeunes, quelle que soit la configuration qu'il peut avoir au départ, il est grand, il est petit, il est gros, il est maigre, il est roux, il est blond, peu importe, à partir du moment où on va avoir confiance en lui, l'égalité des chances est là parce qu'il est prêt à se dépasser. Vous êtes d'accord avec moi, avec cette conclusion-là? Écoutez, je vous propose, si ça vous convient aussi, qu'on vous remercie, en tout cas on va vous applaudir parce que moi j'étais très heureux de vous poser ces questions. Je remercie nos enfants. Et maintenant, je vous propose de passer au deuxième temps de cette table ronde, puisque il semble avoir été indiqué finalement qu'il y avait ce besoin de confiance, qu'il y avait ce besoin de l'autre pour progresser. Et je crois autour de la table que c'est à peu près le travail que chacun d'entre vous fait au quotidien. Donc j'ai toute une série de questions à vous poser. Mais d'abord, on va, si vous en êtes d'accord, plutôt, je vous propose de vous présenter au fur et à mesure que vous prendrez la parole, ce sera un peu plus fluide. C'est de rappeler, je sais qu'il y a plusieurs temps sur ces Jeux Olympiques où vous ne travaillez pas de manière séparée, mais bien en synergie, tous ensemble. Alors, il y a la journée nationale du sport scolaire, par exemple, qui traite des Jeux Olympiques. Il y a la semaine olympique et paralympique. Nous avons les Jeux du Val-de-Marne. Nous avons également la journée olympique et paralympique du 23 juin. Nous avons, que je n'oublie rien, couleur de la victoire, nous avons 30 minutes APQ, Génération 2024, bref, il y a tout un tas de dispositifs où le travail se fait en synergie. Alors, je vous pose la question, concrètement, comment ça se passe? Qui commence? Allez, je vois qu'il a été désigné. Monsieur Uzel, c'est à vous, présentez-vous. Eric Lefercanet, je suis un enseignant détaché avec de l'enseignement et je suis directeur départemental de l'USEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. C'est le sport scolaire de la maternelle à la fin du CM2 pour les écoles publiques. Alors, eh bien, tous ces dispositifs, ils sont balisés par les temps forts dans l'année. Le premier, c'est la journée nationale du sport scolaire. Sa particularité, c'est de créer, de développer au maximum les synergies entre les autres fédérations du sport scolaire, notamment l'UNSS, et puis les fédérations sportives. Donc vous verrez quelques images derrière nous. Chaque année, on essaie de le faire dans un secteur différent et de valoriser toutes ces synergies dont parlait Bruce Neufert. Voilà. Et cette année, c'était autour de l'inclusion. Donc on met toujours l'accent sur l'inclusion, accueillir tous les élèves. Alors, du coup, les autres, comment vous vivez ces temps de synergie aujourd'hui, le travail que vous faites ensemble? Est-ce que vous avez besoin de faire un petit complément? Bonjour à tous, Melchior Omnes, je suis directrice de l'UNSS du Val-de-Marne, donc je fais suite à
Éric Pieffer, pour le second degré, donc les collégiens et les lycéens. J'ajouterais juste que nous travaillons depuis plusieurs années, effectivement, nos deux fédérations ensemble pour la Journée nationale du sport scolaire. Vous avez des belles images de la dernière journée que nous avons fait au Plessis l'année dernière. Mais il ne faut pas oublier également que tous les établissements du second degré vivent cette GNSS et la développent au sein de leur établissement avec des projets d'établissement. Donc, ce sont des projets qui vont bien entendu en direction des élèves de l'établissement, futurs licenciés, mais également en direction des parents, en direction des élus de la ville qui peuvent être également invités, en direction des clubs locaux et bien évidemment de l'ensemble de la communauté éducative de l'établissement. Voilà, une belle journée, une belle première étape olympique dans l'année olympique de chaque écolier, collégien et lycéen. Très bien. Un autre commentaire, quelqu'un veut commenter ces synergies encore ou c'est bon pour vous? Écoutez, moi ce que je vous propose dans un deuxième temps, c'est, je sais que sur ces sujets olympiques, paralympiques, on a des illustrations concrètes. Alors aujourd'hui, vous avez vu, on avait des enfants qui étaient présents, qui sont du collège de Molière. On a la chance aujourd'hui d'avoir le directeur de l'établissement et le professeur de PS. Est-ce que vous nous parleriez un peu de ce projet que vous avez, de ce que vous faites? Alors je vais aller chercher le micro. Et je vous l'apporte tout de suite, voilà. Allez-y, dites-nous tout. Bonjour, Ralph Dorger, principal du collège Molière. Donc c'est un dispositif qui est particulier au collège Molière et qui est porté par une enseignante de PS qui avait l'envie, le souhait. Je vais bien et que de monter une classe sport. C'est un projet qui a été validé par ma prédécessrice, la principale précédente, et c'est un projet qui, en fin de compte, l'objectif c'est d'accentuer la pratique sportive des élèves, leur proposer 1 heure de sport en plus dans le programme scolaire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 3 heures, enfin 4 heures de PS en 6e ou 3 heures en 5e, 4e, 3e, ça leur proposer 1 heure supplémentaire dans l'emploi du plus une inscription obligatoire à l'AS. Donc c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à faire au moins 2 heures d'activité sportive supplémentaire par rapport à un emploi du temps normal d'un élève. C'était un projet qui était sur une seule division. L'année dernière, c'était la 6e. Et cette année, c'est la 5e, c'est la montée pédagogique. Il n'y a pas de sélection. La sélection, c'est pas un niveau sportif. La sélection, c'est l'envie de faire de la pratique sportive et donc de leur proposer cette première approche en fin de compte de la pratique sportive avec en plus l'obligation d'être dans une AS, l'association sportive, l'UNSS, et de faire donc de pratiquer le sport avec la possibilité de faire de la compétition au cadre de l'AS. Voilà. C'est un projet qui ne coûte pas cher à un collège, à un établissement scolaire, parce que c'est juste 1 heure de sport en plus, donc sur les fonds propres de l'établissement. Et après, par contre, c'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est mis en place par l'enseignante qui est présente, et à qui je vais donner la parole, qui organise des sorties, tout ce qui est lié au sport pour que les élèves puissent découvrir qu'est-ce que c'est que le sport avec des visites de sites sportifs, de rencontres avec des sportifs de haut niveau. Alors tout ça, c'est porté par une enseignante qui est dynamique et qui a la volonté de partager ça. Madame l'enseignante, expliquez-nous. Donc bonjour à tous, je suis Madame Rousselet, donc professeure de PS au Collège Molière. Donc effectivement, le projet a vu le jour l'année dernière pour ma classe de 6e. Donc l'idée était de leur permettre de faire plus de sport par semaine. On a fait quelques sorties aussi, donc comme on voit sur la photo, on a visité donc l'INSEP, donc tous les locaux. On a pu voir quelques sportifs de haut niveau aussi s'entraîner. On a visité le centre national donc, de Clairefontaine, centre national de football, donc pareil, on a pu visiter tous les lieux. On a eu la visite d'un sapeur-pompier qui nous a expliqué son métier et aussi le lien du sport donc avec son métier. On a pu visiter en retour sa caserne. On a eu donc un sportif de haut niveau en squash. On a eu une arbitre de la FIFA aussi qui est venue expliquer son métier.
Voilà, donc ça c'est à peu près tout ce qui s'est passé l'année dernière. Donc l'idée c'était de faire monter le projet sur le niveau 5e, qui après restera sur le niveau 5e. Donc pour cette année, les sorties prévues, c'est la visite de Roland Garros par exemple, le Stade de France et aussi le Centre national de rugby à Marcoussis. Et après, j'espère pouvoir accueillir éventuellement des sportifs de niveau, mais bon, ça, voilà, il faut trouver des partenariats aussi, peut-être Lucas dans un premier temps. On les trouvera, on va trouver, on va vous aider là. Voilà. Merci beaucoup. On a également cette chance d'accueillir la directrice de l'école Monge qui a des projets sportifs également, qui en a beaucoup, donc je vous propose qu'elle nous présente un peu ce qu'elle fait au quotidien. Madame la directrice, la parole est à vous. Bonjour, donc je suis Madame Motubela, directrice de la maternelle. Notre projet sur les Jeux Olympiques Paris 2024, c'est parti un peu sur une idée folle de 5 maîtresses de faire de très grandes choses avec des petits-enfants de maternelle. Et c'est parti autour de 3 verbes: observer, fréquenter et pratiquer l'ensemble des sports proposés aux Jeux Olympiques en 2024 sur les 3 années de notre projet d'école. Comme aux Jeux Olympiques, nos élèves viennent du monde entier parce qu'on reçoit dans notre école les enfants du foyer France Terre d'Asile. C'est des enfants pour une grande partie allophones qui sont marqués par les traumas de l'errance et pour lesquels le sport est un levier d'apprentissage transversal fabuleux. Alors il va permettre des apprentissages spécifiques, langagiers, mathématiques, en situation, mais également des apprentissages, comme on a pu l'entendre, de vivre ensemble, d'engagement dans la tâche, d'effort, même lorsque la langue fait défaut. Et c'était important pour nous que ce projet soit total, c'est-à-dire qu'on implique les enfants, mais également le personnel de l'école, qu'il soit ATSEM ou AESH, les parents d'élèves. Et tout ça tourne autour de l'aide aussi du comité départemental olympique et de la municipalité. Alors, bien sûr, vous avez pu le constater, on a réussi à mettre en place sur cette année 1 un grand nombre d'initiations sportives. Alors sur l'année 1, ne sachant pas comment ça allait se dérouler, on était parti sur des sports que nous, les maîtresses, nous maîtrisions, pour lesquels nous avions de la famille qui pratiquait. Voilà. L'année 2, bon, ça y est, on y est. On a pu, grâce au comité olympique et à la municipalité, faire profiter tous nos élèves de la toute petite section à la grande section d'un cycle complet en gymnastique et trampoline dans les infrastructures de la ville. Donc c'est important pour nous. Quand on parle de notre public qui est précaire, il y a aussi un investissement humain très très fort de la part des enseignants et du personnel de l'école. On a obtenu une 30aine de places pour aller voir le dernier match à domicile de notre équipe de handball de Créteil. Les enseignantes se sont déplacées un dimanche pour donner rendez-vous à nos familles sur l'école, qui est le seul lieu connu de la ville, et pour les emmener tous ensemble sur le lieu où allait se jouer le match de handball. Voilà, ça leur permet de voir toutes les infrastructures qui sont à disposition dans la ville et que leurs enfants peuvent, et eux-mêmes, peuvent fréquenter. Nous accueillons également des enfants en situation de handicap. L'an passé, nous avions une enfant en fauteuil roulant et trachéotomisée. Et il était inconcevable pour nous que les activités se fassent sans elle. Alors bien sûr, il a fallu redoubler d'inventivité, redoubler d'efforts, mais il a fallu aussi convaincre la famille qui était un peu réticente. Et toutes les initiations que l'on voit, que ce soit la lutte, que ce soit l'athlétisme, le cyclisme, etc., toutes les initiations ont été faites avec cette enfant sur le temps où elle était présente à l'école. Alors au début, les idées venaient des enseignants, et très très vite, quand on parle d'égalité des chances et d'apprentissage, ce sont les enfants qui se sont emparés des leviers pour pouvoir que cet enfant puisse pratiquer.
Donc un enfant, lors de l'athlétisme, disait « Bon, alors effectivement, elle ne peut pas faire le triple saut, c'est pas grave, je ferai le triple saut pour elle. » Et c'était à elle de désigner son petit champion, celui qui allait sauter le plus loin possible pour elle. Voilà, parce que c'est aussi ça, le sport et le handicap. On est aidé par les autres. Quand je parle d'inventivité, c'est aussi ne pas se donner de frein, parce qu'on est une école maternelle, parce que d'emblée, on ne pourrait pas peut-être pratiquer certains sports. Dans notre école, c'est un langage que nous n'avons pas. C'est comme ça que nous avons fait une initiation au kayak avec nos élèves de maternelle. Alors bien sûr, nous ne sommes pas allés sur la Marne proposer le kayak, mais c'est pas grave. On a mis un kayak sur une table pour créer un peu d'instabilité. Les gilets obligatoires, la pagaie, un jet d'eau, et on y était. Voilà. Donc ça demande un petit peu plus d'inventivité. Le but à l'école n'étant pas de pratiquer le sport tel que les champions le pratiquent, mais plutôt de donner envie de découvrir et pourquoi pas de mesurer les écarts entre la pratique scolaire et le sport réel, parce que nous visionnons aussi beaucoup de retransmissions de sports que nous abordons. Et c'est comme ça que les enfants ont pu découvrir qu'on pouvait courir avec une seule jambe, on pouvait faire du tennis de table avec la bouche. Voilà. Et donc une ouverture sur ce qui peut se faire et ne pas se dire d'emblée que non, ce n'est pas possible, non, ce n'est pas pour nous. Voilà. Nous organisons également des temps avec nos parents d'élèves. Alors, il n'y a pas eu d'affiche de fait sur le breakdance, qui est une discipline pour JO 2024, mais on a eu la chance d'avoir une danseuse du conservatoire qui est venue sur un temps périscolaire et non pas un temps scolaire, et où tous les parents de l'école étaient invités à faire l'initiation breakdance. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Je reviens peut-être côté UNSS. Madame Keromnes, vous aviez une précision à faire. Si quelqu'un peut lui passer le micro, parce que je suis au fond. Merci beaucoup. Je suis venu me réfugier avec notre public au fond. Voilà, Madame Keromnes, nous vous écoutions sur les précisions que vous souhaitiez apporter tout à l'heure. Sur les sujets des différentes étapes que j'ai pu énumérer, les différentes journées qui existaient. Oui, voilà. En fait, on revient un petit peu sur l'année olympique de nos élèves, que ce soit les collégiens, les lycéens et bien sûr les écoliers. Bruce, tout à l'heure, nous a parlé de plusieurs étapes, donc on vous a présenté très très rapidement, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais la Journée nationale du sport scolaire. Et je n'ai pas dit la JNSS, parce qu'on m'a interdit les acronymes. Donc, la Journée nationale du sport scolaire. La deuxième étape, c'est la SOP, la Semaine olympique et paralympique. Il faut savoir que de nombreuses écoles, nombreux établissements du second degré mettent en place au cours de cette semaine des actions spécifiques qui se calent donc pendant cette semaine olympique. Je sais que parmi vous, il y a de nombreux directeurs des sports. Vous avez sans doute été sollicités par les enseignants du deuxième degré pour utiliser des installations. Voilà, donc cette année, je remets mes lunettes, elle aura lieu du 3 au 8 avril, donc n'hésitez pas à travailler en lien avec les écoles et avec les établissements du second degré. L'année dernière, nous avons travaillé ensemble de nouveau pour cette deuxième étape olympique pour nos scolarisés avec l'UCEP. Et nous avons fait en route vers Pékin. La SOP l'année dernière avait lieu en février. Février, si tout le monde se souvient, nous étions encore en plein protocole sanitaire renforcé. Donc les élèves ne pouvaient pas se mélanger. Donc nous avons décidé avec Eric de faire une semaine olympique et paralympique à distance. Pour ça, nous avons intitulé l'événement En route vers Pékin et nous avons demandé à nos élèves, collégiens, lycéens, écoliers, de courir pour emmener nos sportifs français qualifiés à Pékin.
Donc nous avons emmené Lucas, entre autres. Une application ludique et interactive a été développée par l'UCEP et notamment par Eric, ce qui a permis aux enseignants de rentrer directement les kilomètres parcourus par leurs élèves au jour le jour et de voir l'augmentation du nombre de kilomètres. Il faut savoir que Paris-Pékin, ça fait 8200 km en avion. Et ben, nos élèves ont emmené les sportifs à Pékin, mais les ont fait revenir aussi, puisqu'ils ont fait 19 000 km en tout. Voilà. Donc c'est la deuxième étape olympique dans l'année d'un élève du Val-de-Marne. Je passe la parole à Eric pour la troisième étape. À Carole. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, Carole Chenot, service des sports du conseil départemental. Du coup, la troisième étape, c'est les Jeux du Val-de-Marne. Donc cette année, ce sera du 3 au 18 juin 2023. C'est vraiment une action qui est multipartenariale. Donc on travaille avec Eric Lucep, l'UNSS avec Armel, avec le comité départemental olympique et sportif, avec les villes du Val-de-Marne. Cette année, c'était 38 villes participantes. C'est une action qui permet de découvrir tout un tas de disciplines. Alors j'ai oublié les comités départementaux aussi, pour le coup, qui sont partenaires. C'est des actions envers les primaires, les collégiens, les lycéens, des actions aussi grand public. C'est 15 jours d'activités sportives dans le Val-de-Marne. Et c'est aussi des actions en e-sport. Et ça permet vraiment d'étendre aussi d'échanges avec les sportifs de haut niveau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est 90 000, c'est quand même 90 000 participants chaque année, voire un petit peu plus les années passées, mais avec les périodes de Covid, du coup, on est sur une moyenne un petit peu basse. En tout cas, c'est un gros travail en commun, très agréable et très dynamique qui se déroule avec l'ensemble de ses partenaires. Voilà, et c'est porté par le département et aussi le service de l'engagement de la jeunesse et de la vie associative. Alors la dernière étape, chaque année, c'est la JOP, la Journée Olympique et Paralympique, qui a toujours lieu le 23 juin. Donc ça peut être sur un week-end, ça peut être un mercredi. L'année dernière, c'était un jeudi, et donc on a innové avec l'UNSS, avec le conseil départemental et le parc de Choisy, le comité de triathlon et d'athlétisme, et le CLJ aussi, où il y a des policiers détachés, pour faire le premier triathlon scolaire CM2 6e, en profitant du fait que le parc de Choisy est un CPJ, un centre de préparation olympique et paralympique, et homologué pour le triathlon. Donc les enfants ont fait, alors évidemment, on leur a mis des options pour aider à la natation pour ceux qui n'étaient pas très en sécurité, mais ils ont été faire la partie natation sur le plan d'eau. C'est un peu différent de la piscine, hein. Il y a des algues, il y a du sable, on voit pas toujours très clair, etc. Et puis après ils ont fait une course à pied et du VTT. Ça veut dire que là on a combiné le savoir rouler, le savoir nager, et c'était l'aboutissement d'un travail avec évidemment des associations UNSS et UCEP où là les enseignants, comme vous avez pu voir dans l'excellente présentation de la maternelle Monge, il faut des enseignants qui soient motivés, et nous on est là pour apporter une plus-value pour que ces projets émergent. Et on ne peut pas le faire pour tout le monde, il faut aussi que les enseignants soient particulièrement motivés et impliqués. Mais quand on essaye d'être un point d'appui et une plus-value pour ces projets. Donc, si on résume, il y a la Journée nationale du sport scolaire en début d'année, ensuite la Semaine olympique et paralympique, les Jeux du Val-de-Marne, et on finit par la Journée olympique et paralympique, et ça c'est tous les ans, et ça va monter en puissance. Et il y a des dispositifs d'accompagnement autour avec, je vais peut-être en parler, la couleur de la victoire, et puis 30 minutes d'activité physique quotidienne. Il y a Marianne et Mathieu qui sont là, conseillers pédagogiques départementaux pour le premier degré, qui sont aussi des partenaires très importants avec qui on articule tous ces dispositifs. On y reviendra tout à l'heure. Alors bonjour à tous, Johanna Dussard, donc je suis chargée de mission à la DASOP. Alors accrochez-vous, c'est la délégation académique à l'action sportive, à l'olympisme et au paralympisme. Si je suis là, c'est tout simplement parce que je suis la passerelle entre le monde sportif et le monde scolaire.
On a une structure qui est là pour accueillir, accompagner et impulser les actions au niveau des primaires comme du secondaire et jusqu'à l'université. On a aussi un dispositif pour accompagner les sportifs de haut niveau. Si jamais, vous avez vu qu'on a une étendue quand même de notre investissement, le problème c'est qu'on m'a demandé de faire très très court. Donc en fait, nous on lutte sur la sédentarité des enfants. On a 2 actions phares au niveau du 94, que vous connaissez bien et même qui s'est étendue, c'est les 30 minutes d'APQ. Donc les élèves peuvent... J'ai dit quoi ? Ah oui, activité physique quotidienne, pardon. C'est un dispositif expérimental qui maintenant s'est généralisé, où les écoles peuvent avoir un kit pédagogique et développer les activités physiques. L'Académie de Créteil a permis de donner des ressources pour que les enseignants puissent s'en emparer et faire en sorte que les élèves découvrent l'activité physique. Ça, c'est au niveau du primaire. Au niveau du secondaire, on a tout ce qui est les tests sport santé qui viennent d'être lancés. Et on permet donc à 100 établissements d'avoir une application gratuite, dynamique, sur laquelle on va tester la condition physique des élèves et on va leur proposer des structures, donc les amener vers les clubs. Donc on élargit un petit peu ce dispositif, pas uniquement à l'école, mais essayer de l'ouvrir et d'accompagner les enfants justement à essayer d'être de plus en plus actifs et à s'intéresser à l'activité sportive. On a une autre action phare, où on est en lien justement avec les écoles et l'UNSS, c'est La couleur de la victoire. C'est un film donc, qui a été suivi par Christian Cordier et qui met en lien l'UNSS, puisqu'ils accueillent les inscriptions. On a également nous, puisque on est au départ également de cette action. Les établissements peuvent donc visionner le film, et la particularité dans le 94, c'est que le département justement vient s'associer en proposant des sportifs qui viennent parler de ce film, et en même temps il y a une activité qui est plus vite, qui est menée par Christian Plat, donc du comité d'athlétisme et de son association, pour que les élèves justement se mesurent un petit peu au chronomètre sur une course de vitesse. Donc comme vous voyez, voilà, c'est une relation, on est là pour mettre en relation l'UNSS, l'UCEP et nous, voilà. Le but c'est que les enfants pratiquent un maximum et surtout qu'on arrive à créer un héritage, voilà. Au niveau des sportifs, on essaye d'avancer par rapport aux années, voilà, où Céline a débuté. C'est très très lent, mais quand même il y a des évolutions. Et donc voilà, là nous c'est Bruno Rebet qui est mon chef et qui justement est en train de dynamiser un petit peu le système pour que les sportifs de haut niveau, les espoirs, puissent avoir une aide sur les cours à distance, voire de pouvoir intégrer après les sections sportives et de faire en sorte qu'ils puissent aller vers un double projet qui est essentiel, parce qu'un sportif aujourd'hui français sans double projet risque d'être sans rien, voilà, à la fin. Donc c'est hors de question. En France, on a vraiment cette problématique d'essayer d'accompagner, même si ça reste encore compliqué et qu'on a beaucoup d'efforts à faire. J'ai essayé de faire court. Et c'était parfait. Merci beaucoup la DASOP. Merci beaucoup. C'était très clair et parfait. Je me tourne vers le SDGS là-dessus parce que je sais que les valeurs collectives du sport, c'est la performance, mais c'est aussi le vivre ensemble. Du coup, sur ce sujet de création du lien social par le sport, je me tourne vers le SDGS. Que peut-il faire ? Comment le SDGS peut-il réagir ? Qu'a-t-il à offrir ? Merci, monsieur le chef du SDJES. Non, c'est un acronyme un peu barbare. Le SDJES, c'est Service départemental jeunesse, engagement et sport. Donc, pour ceux avec qui on a eu l'occasion déjà de collaborer, c'est un service qui travaille sur un certain nombre et qui porte un certain nombre de politiques de la jeunesse, de l'engagement et des sports, qui était anciennement rattaché au service de la préfecture, et depuis 2021 et la réforme de l'organisation territoriale de l'État, qui est intégrée au service de l'éducation nationale, particulièrement intégré au sein de la DSDEN du Val-de-Marne. Donc le SDJES porte un certain nombre de dispositifs qui visent à promouvoir et à renforcer l'égalité des chances, notamment l'accès aux droits, renforcer le lien social et l'engagement de la jeunesse, et évidemment un travail sur la place du sport dans notre société, et effectivement ce travail en lien avec l'ensemble des partenaires sur les Jeux Olympiques.
Donc le premier rôle du SDJUS, et celui que je pourrais mettre effectivement en avant, c'est de renforcer le secteur associatif et l'engagement bénévole, bien évidemment en créant le lien qu'on a avec l'ensemble des partenaires associatifs, ce travail de collaboration qui est effectué au quotidien, mais également à travers un certain nombre de dispositifs qui sont portés par le service départemental, notamment le fonds de développement de la vie associative et le soutien aux actions locales à la jeunesse et à l'éducation populaire, qui sont deux dispositifs qui visent justement à soutenir l'innovation sur le territoire et à mettre en place des projets dans une logique de transversalité, bien sûr, entre le secteur associatif et le mouvement sportif, avec nos collègues notamment de l'éducation nationale. On a aussi un travail qui vise du premier degré ou par les enseignants en PS. En parallèle à récompenser effectivement cet engagement bénévole de tout un chacun à travers la remise et le travail sur l'organisation de la remise des médailles jeunesse et sport. Il y a également tout un travail qui est fait sur la promotion de l'égal accès au savoir et notamment sur les temps de vacances, puisque le dispositif Vacances Apprenantes, peut-être que vous en avez déjà entendu parler pour certains qui sont présents dans la salle, a permis à un certain nombre de jeunes du département de renforcer leurs apprentissages sur les temps qui ne sont pas des temps scolaires mais péri ou extrascolaires, avec un objectif sur des séjours de vacances, donc là sur des temps extrascolaires, de financer en totalité des vacances sur des accueils de loisirs, donc des séjours de vacances qui sont financés en totalité par l'État. Au total, notamment, c'est 4237 places, ce qui n'est pas rien, de séjours de vacances qui ont pu être financés pour la jeunesse du Val-de-Marne. Et notamment sur ces séjours de vacances qui ont pu être financés, on a tout un cahier des charges qui vise notamment à favoriser la pratique sportive, à favoriser des activités qui sont éducatives et sportives. Il y a également le développement de la pratique sportive qui est au cœur des sujets du SDJUS et renforcer notamment la place du sport dans la société. C'est par exemple tout le travail qu'on peut faire comme celui que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire de réunir les acteurs du mouvement sportif, du monde sportif autour de la table et puis engager des débats et à promouvoir un certain nombre d'actions, notamment sur l'égalité des chances, sur la pratique sportive. On a tout un travail également d'instruction et de montage de projet. Donc on a justement Céline et Théophile, deux membres du SDJUS, deux professeurs de sport qui instruisent notamment un certain nombre de dossiers que vous pouvez développer sur un certain nombre d'appels à projets que vous avez pu recevoir sur notamment l'emploi et l'équipement, puisqu'on peut financer effectivement ou aider à l'emploi dans les structures sportives et également aider à mettre en place un certain nombre de projets qui devraient aboutir à terme à la construction d'un certain nombre d'équipements. Et on a plusieurs enveloppes dédiées, enveloppes qui sont au niveau national gérées par l'Agence nationale du sport et qui ensuite sont au niveau départemental réparties, je vous passe la technique, mais qui a pour but effectivement sur tous les départements de France de favoriser la construction d'équipements sportifs et de favoriser l'emploi dans les associations et l'emploi dans les sportifs dans les associations et dans les collectivités territoriales. Donc je vais vous épargner également les chiffres. On a également un rôle de dynamiseur, si je puis me permettre, de la pratique sportive, en aidant notamment les jeunes à s'inscrire dans les associations, puisqu'on porte ou on coporte le dispositif Passeport, dont vous avez probablement entendu parler, qui vise à aider l'inscription des jeunes dans les associations sportives en leur finançant